freestyler. Gravir le mont Everest, c'est vraiment un truc de ouf en soi, mais le faire balle au pied, c'est encore plus un truc de ouf. On voit ça après le générique. Et c'est John Farnworth, un freestyler anglais qui a réalisé cet exploit de gravir la plus grande montagne du monde. Il a été connu pendant des années, notamment pour des titres de champion du monde, mais aussi pour des records du monde incroyables. Il a détenu pendant très longtemps le record du monde du plus grand nombre de tours du monde en 1 minute, ou même du plus grand nombre de jongles de talons en 1 minute. Donc c'est un habitué de ce genre de record, mais là il a mis la barre encore plus haute et il s'est attaqué à quelque chose d'encore plus dur. Et il faut savoir que c'est pas sa première fois, parce qu'en 2011 il avait déjà réalisé un marathon en jonglant sans faire tomber la balle une seule fois. Alors déjà un marathon, quand tu cours très vite tu le fais en 3 heures, mais alors ballon au pied en train de jongler, je sais pas combien de temps il a mis, mais Gaëtan va vous le dire. Alors c'était le marathon de Londres et Jordan, je sais pas combien de temps il a mis. Par contre en vidéo on peut voir déjà que les organisateurs ont enlevé les barrières, la circulation elle a repris et il finit vraiment tard la nuit. Donc je pense qu'il a dû mettre quand même plus de 10 heures, hein, il me semble. Ça c'est vraiment un exploit que je respecte de vous, parce qu'un jour moi j'ai jonglé pendant 1 heure en faisant le tour des promenades de chez moi et j'ai eu des crampes pendant 3 jours. Alors lui, c'est un truc, il a dû rester dans un fauteuil roulant pendant 10 jours après. Mais bon, contrairement au marathon, là il y avait des pauses de prévues, mais c'est quand même incroyable vu les conditions extrêmes qu'il a dû affronter, la neige, le vent et les intempéries. Un exploit énorme. Et forcément c'était pas du tout repos, parce qu'il a rencontré sur sa route beaucoup d'obstacles et de difficultés, comme des ponts super étroits, des chemins rocailleux et de multiples escaliers à descendre et à monter. Mais bon, heureusement qu'il a quand même pas dû chausser des skis pour faire son défi. Mais sachez que ça aurait été possible. Bon après il n'a pas été non plus jusqu'au sommet, c'est vrai, parce qu'à un moment donné il y a besoin d'escalader, de prendre une corde, un rappel, de passer des énormes crevasses, etc. Donc c'était pas possible d'aller jusqu'au bout, mais du coup il a été le plus loin possible. Mais on peut aussi voir des ballons en altitude, comme il y a parfois dans les stades en Amérique du Sud. Et sur cette belle planète bleue, le stade le plus haut se trouve au Pérou. Il porte le nom de Daniel Alcides Carrion à Cerro de Pasco. Il est à une altitude de 4328 mètres. Il doit faire super froid dans ce stade et les vents doivent être très violents. Mais la capacité de ce stade est plutôt réduite. Il peut accueillir seulement 8000 spectateurs. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais vraiment les gros stades qui ont une grosse altitude, c'est les stades de La Paz à 3637 mètres, 37, et le stade de Quito à 2850 mètres. Et forcément ces stades-là, ce sont des armes redoutables pour les sélections nationales de Bolivie et d'Équateur, parce que bien sûr c'est plus dur de jouer en altitude. Et notamment en 1997, la Bolivie accueillait la Copa América. Et justement ils ont été jusqu'en finale très avantagés par l'altitude de leur stade. Comme par hasard ils ont joué tous leurs matchs dans ce stade et ça leur a permis de battre dès les groupes des nations plus fortes sur le papier comme l'Uruguay, le Venezuela ou le Pérou. Mais en finale ils se sont inclinés face au Brésil 3-1. Après c'était dur de la faire au Brésil de 97 avec Romario, Ronaldo, Dunga, Roberto Carlos, et en plus ils avaient eu tout le tournoi pour s'habituer au match en altitude. Du coup cette stratégie n'a pas marché. Mais c'est pas la première fois que les Boliviens avaient profité de ça, parce qu'ils ont gagné la Copa América en 1963 qui était organisée chez eux. Ce sont les seuls de gros titres de la Bolivie, c'est dire. Et c'est alors que la FIFA en 2007 a décidé de ne plus faire de matchs de qualif de Coupe du Monde dans un stade qui dépassait les 2500 mètres d'altitude. Et ça c'est très fair play, merci la FIFA. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait juste après? Vous allez voir. Mais juste après ça, il y a carrément le président bolivien qui est intervenu. Et forcément 2 mois après la décision, la FIFA a dû revenir sur sa décision et le stade bolivien a obtenu une dérogation spéciale. Mais du coup c'est Maradona qui était pas content en 2009 parce que la Bolivie a infligé un 6-1 à l'équipe d'Argentine et c'était vraiment quelque chose d'humiliant. Tout le monde en a parlé dans la presse argentine, surtout que c'était la première défaite de Diego Maradona, bien sûr en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Il faut savoir que c'était aussi la plus grosse défaite de l'équipe de l'Argentine en 50 ans. Mais du coup Maradona était très fair play et il a dit donc c'était pas l'altitude qui était en cause parce que n'importe quelle équipe aurait les mêmes conditions et il a accepté totalement cette défaite. Mais bon, pour relativiser tout ça, c'était beaucoup plus difficile à l'époque d'appréhender un match en altitude. Maintenant il existe tout un tas de solutions, notamment des caissons qui permettent de bien se préparer et de bien appréhender le match, donc de préparer son corps au manque d'oxygène et à l'altitude. Mais là en 2016, Messi et les Argentins se sont vengés en s'imposant 3-0 lors de la Copa América. Mais j'ai l'impression que c'est surtout Messi qui voulait se venger parce qu'il a infligé une humiliation au gardien
gardien, bon, il y avait hors-jeu, mais quand même, c'était la cerise sur le gâteau, le petit pont était là et Messi était content. Mais en Europe, on n'a rien à envier aux Latinos. En Suisse, on peut pratiquer l'alpine soccer. Et en Norvège, on a le même sport mais avec des terrains penchés. Alors, quand on joue à ce sport, il faut non seulement prêter attention à la frappe, mais aussi au freinage derrière pour pas tomber de la colline. Et bien sûr, il y a un côté qui est un peu plus vicieux que l'autre, qui est plus en pente. Bon, donc le meilleur joueur qui a le plus d'appui, il faut le mettre du côté droit ici. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit lui, l'entraîneur, il a pas dû faire le bon choix. Et il y a aussi du beau jeu, comme cette belle frappe de loin. Et aussi ce petit pont. Et il y a aussi de très bels exploits défensifs. Ou alors c'est plutôt du cafouillage, je sais pas. Non mais attends, j'ai rêvé ou on va revenir en arrière? Mais c'est ça, il a bien parlé français. Peut-être finalement c'est un jeu français. Mais revenons-en aux exploits alpino-footballistiques. Il faut savoir que Zizou a aussi gravi un sommet et pas n'importe lequel, hein. C'était le Mont Blanc et tout ça pour marquer un but. Non, bien sûr, c'était pas juste pour marquer un but, c'était pour une association et là, voilà, c'était pour la bonne cause. Bravo Zizou, t'es un bon. Zizou. Mais du coup, Zidane, c'est un fanat des sports extrêmes parce qu'il a aussi sauté en parachute et c'était aussi pour la bonne cause. Et c'est d'ailleurs pour ça que Zidane était aussi bon dans les prises de balles aériennes et dans ses contrôles. Alors le contrôle. Qu'est-ce qui passe le contrôle? Le contrôle dans le football. Contrôle plat du pied, contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine, contrôle... Bah dis donc Zizou, ça veut s'essayer au beatbox? Contrôle de la cuisse. Contrôle de la cuisse, en fait, c'est surtout pour garder le ballon, quoi. C'est la chose la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière, quoi. C'est très important. Pour moi, le contrôle, c'est la chose la plus importante qui existe dans le football. Contrairement à toi, Gaël. Mec, si j'ai raté mon contrôle à un grand talent, c'était surtout pour éviter ça. Parce que ça aurait pu être pire. Mais on peut pas comparer, c'était un contrôle genou. Si t'avais loupé un trip, c'était pardonnable, c'était un geste compliqué. Mais là, un contrôle genou, là, t'es déconné, t'étais pas concentré. Désolé monsieur, moi je sais faire le triple tour du monde. Et moi je connais quelqu'un qui sait en faire 2 d'affilée. Ah, j'en connais un qui sait en faire 3. Et moi je connais quelqu'un qui sait faire le quadruple. Je connais, il est italien, mais... Non, vas-y, j'ai rien à dire. Et tout de suite, C'est l'heure de défi. Et ben voilà, on n'a pas de mont Everest, mais on a une grosse colline quand même qui est impressionnante. Il faudra la gravir, il faudra la surmonter. Bon bref, vous avez compris, on va essayer de la gravir le plus vite possible. Et si le ballon tombe, lui, il se passe quoi? Il tombera pas, parce qu'on est des freestylers. I'm a freestyler. Voilà, c'est parti, la montée en jungle de la colline incroyable, mais phénoménale, monumentale. C'est parti Gaëtan, quand tu veux, 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, bon, en fait c'était la petite motte de terre qu'il a parcouru. 3, 2, 1, c'est parti. Les marécages. Les marécages, c'est bon, on tourne la page. Les pâquerettes arrivent.
Attends, je vais filmer au ras des pâquerettes. La colline a des yeux, gay. Allez, 3, 2, 1, let's go. Allez, barricade. Tranquille. Putain, il est chaud. Il va trop vite pour moi. Et stop. Combien le temps? 15,85. Wow, Taïma. Il t'a bien défoncé. On est reparti, cette fois-ci c'est au tour de Gauthier. C'est parti. La colline. Non. Oh là là, et Gauthier se rate. Il se rate au dernier moment. Et bah c'est une victoire de Mathieu, bravo à lui. Voilà Mathieu, on voit que le soleil a un très bon impact pour toi. Il est très nul en hiver mais très fort en été. Il y a un changement des saisons, il y a un changement de gagneur de défi. On se dit à bientôt. Ciao ciao.